Donc, on va parler du SEO à l'ère de l'IA, une nouvelle complexité, mais aussi un terrain infini d'opportunités qu'on va explorer ensemble. Alors, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Frédéric Joseph. J'ai quelques années d'expérience dans le marketing digital en France, au UK, aux États-Unis. Et puis là, je suis revenu en France pour lancer NP Digital, la plus belle marque d'agence performance marketing du marché. Qu'est-ce qu'NP Digital? Eh bien, NP Digital, comme son nom l'indique, en fait, c'est la filiale du groupe de Neil Patel, NP, Neil Patel, que vous connaissez. Hein, je pense que la plupart d'entre vous, spécialistes du SEO, connaissent Neil Patel. Et donc, j'ai lancé cette filiale il y a maintenant à peu près 6 mois. On est un groupe d'environ 750 personnes. On est présent dans une petite vingtaine de pays, 19 exactement. Mais surtout, ce qui est important, c'est que au travers de nos clients et de nos outils, on a accès à un volume très important de data. Ces data, elles nous servent à avoir des insights, et c'est ces insights que je vais utiliser pour vous présenter les opportunités de l'IA dans le SEO. Alors, le sommaire de la présentation, il est assez vaste, il est assez large. Je vous rassure tout de suite, ce sont des parties qui sont assez courtes. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les parties là, vous les voyez. Mais je pense qu'on est capable avec ces 8 parties de couvrir l'ensemble des items que l'on souhaite aborder dans le cadre de l'impact de l'IA dans le SEO et de ses opportunités. Alors, je commence par la crise du SEO. Tout le monde parle de crise du SEO. Est-ce que le SEO n'est pas mort? Est-ce qu'il est toujours vivant? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on va, avec l'IA, continuer à générer autant de trafic sur les sites destinataires? On constate des baisses peut-être, on envisage des baisses, on entend un peu tout et n'importe quoi. Nous, ce que l'on peut vous dire à partir des études que l'on a faites, d'abord, je rassure tout le monde, le SEO n'est pas mort. Le SEO continue de générer du trafic sur les sites destinataires. Et d'ailleurs, vous voyez une étude que l'on a réalisée là depuis plusieurs, avec un background sur plusieurs années, et on s'aperçoit que même si le volume de trafic n'augmente pas de manière significative, ou n'augmente plus de manière significative, ce qui est assez logique d'ailleurs, en tout cas, il ne décroît pas. 2023, vous voyez qu'il ne décroît pas par rapport à 2022. Et on aurait pu imaginer qu'il ait commencé à décroître avec ce qu'on appelle les feature snippets, hein, les petites fenêtres qui s'affichent notamment sur Google et qui permettent d'avoir une réponse directement dans la boîte de réponse sans avoir à cliquer et à arriver sur le site. On aurait pu imaginer qu'il y ait une baisse de trafic. Pour l'instant, en tout cas, on ne la constate pas. Alors, où va Google? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Où va Google? Bon, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien où il va. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des updates, évidemment, très régulièrement. Il y a le dernier update qui a eu en mars, le dernier core update sur les spams et sur l'IA. Donc ça, c'était un update vraiment important qui impacte la discussion d'aujourd'hui. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a quand même un certain nombre de points d'interrogation, notamment pour ce qui concerne l'arrivée du Search Generative Experience, du SGE, en Europe, puisque aujourd'hui, vous le savez, il n'est pas encore disponible ici en Europe et encore moins en France pour des raisons essentiellement, je pense, essentiellement légales, essentiellement liées au Digital Act européen et au RGPD. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'IA est déjà partout, que tous les spécialistes du SEO utilisent de l'IA.
je dirais, à bon escient ou pas, et on verra, et c'est l'objet donc de cette exploration ensemble, on verra quelles sont les modalités, quelles sont les règles d'utilisation de l'IA de manière à ce que cette IA remonte de façon optimisée dans les moteurs de recherche, et en particulier dans Google. Alors, à partir du moment où on se posait tout à l'heure la question de savoir si le SEO était encore vivant, la question suivante, c'est de se dire, est-ce que les mots-clés ont toujours un intérêt ou pas? Évidemment, la réponse est oui. La stratégie de mots-clés, elle existe toujours et elle existera dans l'avenir, même dans le cadre d'une arrivée potentielle de SGE. Ce qui change, en revanche, c'est les stratégies de mots-clés. On regardera, je dirais, davantage dans le détail dans le cours de cette présentation, mais je peux déjà vous dire que cette stratégie de mots-clés, elle va davantage se focaliser sur ce qu'on appelle la longue traîne, sur des mots-clés plus longs qu'auparavant. Pourquoi? Parce que le search devient, en tout cas deviendra de plus en plus conversationnel, et de manière à répondre aux différentes questions qui se posent par les internautes, par les utilisateurs, les premières questions, deuxième question, troisième question, etc., eh bien, il va falloir créer davantage de recherche d'intention, davantage de mots-clés, donc davantage de focalisation sur la longue traîne. Alors, avant de rentrer dans les quelques règles des keywords et de la manière dont on les aborde dans le cadre de l'IA, je propose qu'on commence par comprendre comment on crée du contenu généré par l'IA. Rentrer un peu dans le behind the scene, hein, derrière l'écran, pour comprendre comment ça fonctionne. Les outils, ce sont les fameux LLM, hein, les Large Language Models, les grandes plateformes de langage, hein, que sont, vous les connaissez, hein, ChatGPT, Gemini ou Claude. Ces grandes plateformes de langage, elles ont un certain nombre de modalités que vous pouvez voir de façon simplifiée ici dans leur fonctionnement. Mais ce qui est important de retenir, je pense, c'est que ces modèles de langage, ils n'inventent rien. Le contenu qui est généré, le contenu qui ressort de ces plateformes, c'est du contenu qui est agrégé sur du contenu déjà existant. Vraiment se rappeler que ces modèles de langage n'inventent rien de nouveau. Et ça, c'est vraiment un point essentiel quand on rentrera dans comment optimiser du contenu de qualité dans les moteurs de recherche. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens se rendent compte que le contenu auquel ils ont affaire est un contenu d'IA ou est-ce que c'est un contenu généré par l'humain? Eh bien, étonnamment, je dirais, même les spécialistes, et vous voyez ici une étude qui a été effectuée par des spécialistes du langage par l'Université de Floride aux États-Unis, 40% uniquement d'entre eux ont réussi à identifier du contenu IA par rapport à du contenu humain. Moi, je trouve que c'est assez effrayant, en fait. Et surtout, je trouve que c'est significatif de l'arrivée de ces modèles avec notamment ChatGPT en 2022, puisque auparavant, avec les tests, les fameux tests de Turing, les Turing tests que certains d'entre vous connaissent peut-être, ont entendu parler, qui sont les tests qui ont été inventés par ce fameux ingénieur Alan Turing de IBM, je crois. Eh bien, jusqu'en 2022, peu d'humains se laissaient berner par la machine. Je crois qu'il y avait un ou deux peut-être tests qui avaient été positifs jusqu'en 2022. C'est-à-dire qu'une fois ou deux, la machine avait réussi à berner l'humain, mais au-delà de ça, 9 fois sur 10, l'humain était capable de reconnaître que le contenu était généré par une machine. Eh bien, depuis l'arrivée de ChatGPT, tout a changé. Et même les spécialistes se font aujourd'hui berner. Alors, on a fait aussi un petit test entre deux outils majeurs du marché que sont ChatGPT version publique et Gemini pour savoir s'il y en avait un plutôt que l'autre qui arrivait à berner davantage l'humain. Bon, je peux dire que c'est assez équivalent. En tout cas, plus de la moitié des gens est incapable de vérifier si le contenu a été généré par un humain ou par une machine. Alors, ce qui est encore plus étonnant, je trouve,
peut-être paradoxal. Peut-être que certains trouveront ça plus normal, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve ça en tout cas assez amusant. Les jeunes ont plus de mal que les segments d'âge les plus âgés à reconnaître du contenu généré par l'IA. Donc, si vous êtes digital native, vous avez plus de mal à repérer le contenu généré par l'IA par rapport à du contenu généré par de l'humain. Bon, tout ça dit, je dirais que la question fondamentale qui se pose ici, c'est est-ce que les moteurs de recherche, et en particulier, est-ce que Google en a quelque chose à faire de savoir si le contenu a été généré par de l'humain ou a été généré par une machine? Je dirais que la réponse, elle est non. En fait, les moteurs de recherche, Google en particulier, se fichent complètement de savoir si le contenu a été généré par un humain ou une machine. En revanche, la chose qui importe, et en particulier à Google, c'est de savoir si le contenu respecte un certain nombre de guidelines, et des guidelines dont je vais parler fréquemment dans ce webinaire, qui sont les guidelines EAT, ou EAT en français, EAT, Experience, Authority and Trust. Experience, Authority and Trust. Okay? Experience, expertise, ils ont rajouté expertise, donc experience, expertise, authority and trust. Mais en gros, si le contenu, même un contenu IA, respecte ces protocoles, ces guidelines, je dirais que la machine aura la même capacité à le référencer, que ce soit un contenu IA ou un contenu humain. Alors, d'autres préoccupations qui sont à avoir en tête, des préoccupations qui me semblent importantes à connaître. Alors, peut-être que je ne vous apprendrai rien, je pense que la majorité d'entre vous, je ne vous apprendrai rien ici, mais les contenus générés par IA génèrent beaucoup de fausses informations. Et moi, j'attire vraiment votre attention, et j'en parlais juste avant ce webinaire. Je donne également des cours à des étudiants sur le sujet, et j'attire vraiment l'attention de mes étudiants au filtrage du contenu IA par rapport à la fausse information, par rapport aux fake news. Alors, la dernière itération de l'algorithme de Google, j'en parlais tout à l'heure, applique un filtre d'IA et un filtre au contenu inondé par l'IA, et en particulier un filtre fake news. Donc ça, c'est intéressant, mais je dirais qu'il faut continuer, bien sûr, à vérifier avant toute chose la véracité du contenu qui sort. Et puis ensuite, vous le lisez par vous-même, hein, la cybersécurité, la propriété intellectuelle, la compliance avec les lois, etc., etc. Tous ces éléments sont bien sûr à vérifier quand vous travaillez avec du contenu généré par de l'IA. Alors, l'IA et l'afflux de contenu, je viens de toucher à ce sujet à l'instant. Il y a de plus en plus de contenu IA qui inonde le web, d'où encore une fois la dernière itération de l'algorithme de Google pour filtrer davantage le contenu qui ne serait pas du bon contenu IA. Mais ce contenu, toujours est-il, est un afflux massif du web. J'ai retrouvé une source 2023, alors c'est pas la plus récente, mais ça n'a pu qu'augmenter depuis. Déjà en 2023, au UK, plus de 50 sites, 50% des sites de news étaient déjà avaient plus les news magazines avaient plus de 50% de leur contenu généré par de l'IA. Et c'était il y a déjà quelques mois, donc ça n'a pu que augmenter depuis. Alors, les spécialistes du marketing, évidemment, utilisent tous de l'IA. Vous avez tous déjà commencé, bien sûr, à utiliser de l'IA comme nous. La question, c'est en quelle proportion? Et là, vous voyez, on a fait une étude chez NP Digital. Eh bien, plus de la moitié des contenus qui sont travaillés par les spécialistes du marketing, les spécialistes du SEO en particulier, sont déjà des contenus qui sont 100% IA. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On va voir ça dans un instant.
Eh bien, première réponse, les humains que l'on a interrogés via nos études, on a fait un certain nombre d'études, vous allez voir, c'est un certain nombre de chiffres dans cette présentation, les personnes que l'on a interrogées préfèrent, même s'ils ne sont pas forcément capables de repérer si c'est de l'IA ou un contenu humain, ils préfèrent quand même davantage du contenu réalisé par les humains à du contenu réalisé par une IA. Donc ça, c'est déjà un premier point d'attention. Alors, malgré tout, l'IA, c'est très facile de l'utiliser. C'est un nouvel Eldorado. Est-ce que, par exemple, on pourrait se dire qu'on n'a plus besoin de recruter de rédacteurs puisque l'IA fait très bien le boulot? Alors, vous avez certainement des rédacteurs qui sont présents dans ce webinaire et je vous rassure déjà tout de suite, non, on a encore besoin de vous, on a encore besoin de rédacteurs, plus que jamais. Vous le voyez ici dans une autre étude que l'on a réalisée, le contenu réalisé par l'IA exclusivement remonte moins bien dans le moteur de recherche, en particulier dans Google, que le contenu réalisé par les humains. Donc, c'est fondamental de ne pas se séparer, et bien sûr, de son rédacteur et de continuer à travailler les contenus sur une base IA peut-être, mais en tout cas avec une vérification et une couche réalisée par des humains. Nous, on a vérifié les chiffres via, encore une fois, les études dont je parlais tout à l'heure. Et pour nous, du contenu qui est 100% IA remonte, vous le voyez de manière significativement moins que du contenu humain. Et quand je dis significativement, c'est des chiffres majeur, puisque dans 94% des cas dans nos études, les contenus rédigés par des humains ressortent mieux que des contenus rédigés par de l'IA. Alors, à partir de là, quand on utilise de l'IA, quelles sont les stratégies que l'on souhaite appliquer, que l'on vous recommande pour augmenter sa visibilité, pour faire en sorte que cette IA quand même fonctionne et remonte correctement dans les moteurs de recherche. Alors, la priorité, c'est celle du respect des guidelines EAT, Experience, Expertise, Authority and Trust. Expérience, expertise, autorité et confiance. Donc, si le contenu que vous réalisez respecte ces protocoles, eh bien, vous avez toutes les chances de pouvoir remonter dans le moteur de recherche. Vous voyez ici, je le disais déjà tout à l'heure, Google, lui, ne pénalise pas le contenu IA, mais en revanche, il pénalise le contenu qui ne correspond pas à ce protocole qui permet de garantir la qualité du contenu. Que ce soit du contenu IA, je le répète, parce que c'est important, que ce soit du contenu ou du IA ou du contenu humain, le plus important, c'est qu'il puisse respecter ce protocole, ces guidelines d'expérience, d'expertise, d'autorité et de confiance. Alors, quels sont les critères de respect de ces guidelines? Notamment, c'est citer ces sources. Il faut que les sources soient issues d'études fiables. Il faut que les références, les expériences, les réalisations de l'auteur soient mises en avant. Et quand je dis auteur, il faut que l'auteur ait de la crédibilité. C'est toute l'idée de l'autorité issue de ce guideline. Il faut que l'analyse soit approfondie et apporte une valeur ajoutée, bien sûr, un leadership. Si vous pouvez ajouter des témoignages, des anecdotes, des citations, des entretiens, c'est encore mieux. Et c'est encore mieux, évidemment, si ces citations proviennent d'experts et de spécialistes. Tout à l'heure, je disais que le contenu de l'IA n'était pas un contenu
nouveau. Hein, c'était un contenu agrégé et c'est pas non plus un contenu frais, surtout sur la version gratuite de ChatGPT, puisque je crois que si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la source de ChatGPT version gratuite, c'est novembre. Je crois que c'est novembre 2022. Gemini, lui, a davantage de fraîcheur dans le contenu, mais c'est pas de la fraîcheur en temps réel non plus. Donc, ce qui est important, c'est d'apporter au contenu que vous allez travailler en base IA, d'apporter des garanties qui correspondent aux guidelines HIT que je viens de nommer. Le deuxième point important, c'est de s'intéresser davantage au milieu du tunnel de conversion. Et ça, je reviens sur le point que je mentionnais tout à l'heure sur les mots-clés. Le search deviendra de plus en plus conversationnel et à partir du moment où il devient conversationnel, c'est, disons, facile, entre guillemets, de pouvoir correspondre à la première question, d'arriver à coller à la première question en termes de mots-clés. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de répondre à la deuxième, à la troisième, à la quatrième question, etc., etc. Donc, ce qui va être important, c'est de donner, je pense que le milieu du funnel, ce que Google appelle le messy middle, va devenir de plus en plus important. En tout cas, va reprendre ses lettres de noblesse dans la réflexion sur les choix de mots-clés. Je suis pas en train de dire qu'il faut se désintéresser du top, du sommet du funnel, hein, de l'autorité ou de la conversion. Bien sûr que non. Surtout sur des sites de e-commerce, bien entendu, l'attention, elle va toujours se porter sur le bas du funnel. Mais je pense que le milieu du funnel va être de plus en plus important à mesure que CSG devait arriver un jour en Europe. Et même s'il n'arrive pas, le moteur conversationnel, c'est évidemment l'avenir des moteurs de recherche. Donc, à partir de là, des mots-clés plus longs, des mots-clés qui vont jusqu'à 7 mots ou plus. Hein, on a fait une petite étude sur la capacité des mots-clés courts versus des mots-clés longs à remonter. Ça, c'est une étude qu'on a faite aux États-Unis. Donc déjà sur une base SGE qui existe, hein, puisque SGE existe aux États-Unis. Vous pouvez tous, je le précise, vous pouvez tous déjà y accéder si vous n'avez pas déjà testé avec un VPN. Vous vous connectez sur le Google Search Lab aux US ou au Canada, puisqu'il est également disponible au Canada, et vous avez déjà une version de ce qu'est SGE. Donc vous pouvez déjà voir comment remonte, vous pouvez déjà tester comment remonte du contenu dans un moteur conversationnel comme SGE. Donc encore une fois, réfléchir davantage au milieu du funnel et étendre le nombre de mots-clés dans la liste sélectionnée. Alors, nous, chez NP Digital, on a des outils propriétaires. Il y en a que vous connaissez peut-être déjà, j'imagine, que vous connaissez Answer the Public, qui est un outil de Neil Patel, donc de notre agence. Cet outil vous permet d'aller réfléchir à des territoires de mots-clés, à réfléchir à des intentionnalités d'utilisateurs et à générer des listes de mots-clés plus riches, plus étendues et avec des mots, des mots qui sont plus longs, avec des listes de mots plus longs. Alors, le troisième point, c'est se concentrer sur des domaines que l'IA ne maîtrise pas. L'IA ne maîtrise pas tous les domaines, pour l'instant en tout cas. Il vous est arrivé, j'imagine, d'arriver sur une page comme celle-ci, si vous utilisez ChatGPT. L'IA vous dit, ChatGPT vous répond qu'elle n'est pas capable d'avoir un insight sur des expériences personnelles, ou répond avec des informations obsolètes, ou répond avec des imprécisions. Donc, sur ces aspects-là, il y a vraiment des poches d'opportunités pour créer du contenu unique, du contenu nouveau qui vient renforcer le contenu généré par l'IA. Donc, exploiter ce que l'IA ne sait pas faire, donc inclure des histoires personnelles, des anecdotes, rendre le contenu conversationnel facile à digérer pour le moteur, adopter un ton accueillant,
par un ton autoritaire. J'en parlerai, je crois, un peu plus loin. Les études que l'on a faites montrent que le ton autoritaire n'est pas un ton qui est bien perçu par les moteurs de recherche, en particulier par Google. Faire le lien entre des événements et des contextes récents, encore une fois, pour faire en sorte que le contenu soit le plus frais possible, citer des sources vérifiées, des sources autoritaires, entre guillemets, qui ont une autorité. En bref, apporter de la valeur. Ça, ces points-là sont essentiels pour remonter dans les moteurs conversationnels et pour ajouter de la valeur à du contenu IA. L'autre point important, c'est de multiplier les points de contact, d'ajouter de la vidéo. Donc, multiplier les signaux, faire des liens entre les différents signaux, entre du contenu texte et du contenu vidéo, ça c'est important, ça fonctionne très bien, ça fonctionne déjà très bien et ça fonctionnera davantage encore dans les moteurs conversationnels. Alors, les moteurs conversationnels, en particulier SGE, Search Generative Experience, le SGE, c'est le moteur conversationnel de Google. À ce sujet, on a interrogé Google, on a interrogé un ingénieur de Google sur voilà, ce qu'allait apporter SGE, comment on allait pouvoir l'appréhender. Ils nous disent, sachez bien que Google ne va pas essayer de répondre à toutes les questions. Google n'aura pas d'impact sur l'ensemble des requêtes, sur l'ensemble des secteurs. Notamment, il y a 2 secteurs en particulier, au moins, sur lesquels SGE va sans doute ne pas avoir d'impact, ou en tout cas le fera avec des touches extrêmement légères. C'est le secteur de la finance et le secteur médical. Ce sont des secteurs évidemment à risque important pour les utilisateurs, évidemment donc par conséquent pour Google. Et donc il semblerait que ce sont au moins deux verticales sur lesquelles le SGE aura une importance un peu plus avec un peu plus de légèreté ou de recul. Google ne sera pas en mesure de prédire ce que vous voulez acheter, en tout cas dans un avenir proche. On verra ce que ça donne. On peut presque déjà se poser la question. Mais en tout cas, le SEO ne va pas mourir. On le sait. Il va évoluer. Il va évoluer fondamentalement. Il va évoluer de façon structurelle avec SGE, mais il sera toujours bien vivant. Alors, comment faire pour se classer numéro 1 dans SGE? Est-ce qu'il y a des recettes? Nous, ce que l'on a constaté, c'est que quand vous êtes en première position, vous avez bien sûr de bonnes chances de pouvoir remonter dans le moteur conversationnel, dans la boîte de réponse conversationnelle de SGE, mais ce n'est pas une garantie. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, y compris les liens les positions qui sont entre 7, 9 et voire davantage, peuvent remonter très bien dans le moteur conversationnel. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des positions qui répondent à des mots-clés qui sont davantage des niches. Et ces niches-là, le moteur conversationnel, il les apprécie beaucoup pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la première question, c'est relativement aisé d'y répondre, mais les questions 2, 3, 4, etc., c'est plus compliqué. Et donc, quand vous étendez la liste de mots-clés, quand vous allez chercher des niches conversationnelles, eh bien, vous remontez davantage dans la boîte de réponse conversationnelle. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, si vous êtes positionné en 7, 8 et 9, vous ne remontez pas tout de suite très haut dans le moteur traditionnel de Google, vous pouvez tout à fait damer le pion à des marques beaucoup plus installées dans le moteur SGE. Donc, cette règle-là, elle est vraiment intéressante à conserver en tête. D'ailleurs, il y a eu une étude qui a été réalisée par l'université de Princeton, que je relate ici, et ils se sont aperçus que des petites marques ont réussi donc à remonter dans SGE, dans ce qu'ils appellent donc maintenant le Generative Experience Optimization, le GEO. Donc le GEO, c'est la manière d'appréhender le SEO dans le moteur conversationnel. On n'arrête pas les acronymes. Il faut être update par rapport à tous ces acronymes. Et donc, dans le cadre de cette étude de Princeton, ils s'aperçoivent que des petites marques
réussissent à remonter davantage que des marques qui s'imposent plus traditionnellement dans le moteur de Google, de par ce que je viens de dire tout à l'heure, de par le fait qu'ils vont chercher des niches de mots-clés et des mots-clés plus longs, des listes de mots-clés plus longs. Alors, pour nous, le top 3 des stratégies SGE-GEO que l'on a identifiées, je les répète, hein, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est important de le répéter. Le premier, c'est toujours citer ses sources et faire en sorte que ces sources soient des sources d'autorité. Ajouter des citations, encore une fois, des citations de personnes d'autorité. Ajouter des chiffres, des statistiques réelles, des statistiques vérifiées. Donc ça, pour nous, c'est le top 3 qui permet de remonter dans le moteur conversationnel de SGE. D'autres insights que l'on a pu observer, il faut utiliser un ton conversationnel. Je dirais que c'est ce que je disais tout à l'heure. Plus vous avez un ton autoritaire, rigide, plus ça va être pénalisé dans le moteur conversationnel. Il faut utiliser le ton de l'utilisateur. Alors, l'autorité de la marque, elle reste importante, bien évidemment. C'est pas parce que je viens de dire que des niches conversationnelles peuvent remonter au-delà de sites installés que l'autorité de la marque n'a plus d'importance. Bien sûr, elle a de l'importance, donc toujours travailler le haut du funnel également, bien sûr, toujours travailler l'autorité de la marque. Et vous le voyez, hein, les marques qui sont installées de manière avec une forte autorité continuent bien sûr de remonter très favorablement dans SGE. Ça me fait passer au point sur les backlinks. Les backlinks, est-ce que ça a toujours une importance ou pas? Les backlinks apparemment ne font plus partie du top 3 des facteurs de classement de Google. C'est ce que Google a annoncé. Écoutez, nous, notre expérience, elle est que les backlinks ont toujours un rôle fondamental dans la manière dont les sites remontent sur le moteur. Donc là, je dirais, si vous suivez le guideline direct de Google qui vous dit les backlinks moins importants, je dirais que vous allez perdre une opportunité parce que pour nous, dans les études qu'on a faites et les études récentes qu'on a faites, je dirais que dans 100% des cas, donc c'est pas neutre, hein, c'est dans 100% des cas, les résultats de la page 1 ont des backlinks supérieurs aux résultats de la page 3. Quand je dis page 1, page 3, c'est évidemment du scrolling, mais si on le recompose en page 1, page 3, je répète, les backlinks ont toujours une valeur fondamentale dans la remontée des liens et des sites destinataires. Améliorer la notoriété, comment? Évidemment, toujours travailler les relations publiques en ligne, donc toujours un effort important de notoriété via DRP, donc aller travailler avec des partenaires, aller échanger des liens, du contenu avec des partenaires qui vous renvoient des mentions, du trafic. C'est toujours important, c'est pas nouveau, mais ça reste très important, y compris dans SGE. Mettre l'accent sur l'UX. Alors, j'ai eu des conversations, des échanges avec des clients qui me disaient, oui, mais alors si SGE arrive et qu'on perd du trafic et qu'il y a moins de trafic sur mon site, est-ce que vraiment j'ai un intérêt à continuer à travailler l'UX et l'UI? La réponse, elle est oui. Ma réponse, elle est fondamentalement oui, parce que bien sûr, vous allez continuer à générer du trafic sur votre site, et s'il y a une baisse de trafic, ce trafic, il va falloir capitaliser dessus encore davantage. Donc, je dirais presque que c'est plus important encore aujourd'hui et demain de travailler l'UX que ça ne l'était jusqu'à présent. Alors, j'aime bien cette petite quote de Neil Patel. Vous le reconnaissez, hein, si le nom Neil Patel vous disait rien, son visage sans doute vous rappelle quelque chose, vous avez déjà dû le voir quelque part. Donc Neil a l'habitude de dire, c'est pas juste l'UX, c'est pas juste la capacité de faire que le site
est cosmétiquement joli, mais c'est surtout de faire que l'UX répond aux intentions des utilisateurs. C'est surtout ça qui est fondamental. Bien sûr, la cosmétique doit être irréprochable, mais ce qui est important, c'est quand vous travaillez l'UX, c'est vraiment de travailler sur l'intentionnalité. Et je sais que vous avez eu des webinaires via des speakers de Content Square et autres. Donc, tout ça, ce sont des sujets que vous avez déjà abordés. Alors, les 5 facteurs de l'UX que nous, on repère, encore une fois, je pense que là, je ne vais rien vous apprendre, c'est la vitesse de la page, c'est le fait d'avoir sur du mobile du responsive design, bien sûr, c'est la qualité du texte, c'est la qualité de la navigation et c'est la conception de l'interface utilisateur. Donc, ces points-là sont toujours très importants à garder en tête quand vous travaillez l'UX de votre site. Alors, Google a fait quelques études. Il y a un agrégat d'études là qu'on présente ici sur des sites dont l'UX est optimisé. Eh bien, selon Google, eh bien, on est capable de réduire le taux de rebond de 24%, de booster le niveau de conversion, le taux de conversion, de générer plus de 15% de pages vues, d'augmenter le revenu publicitaire si vous avez de la publicité sur vos sites. Donc vraiment toujours très important de travailler l'UX, ça reste un sujet. Ensuite, et là c'est ma dernière règle d'optimisation via l'IA, les stratégies multicanales. Eh bien, les stratégies multicanales sont importantes, sont même nécessaires. On sait qu'un utilisateur a plus ou moins 4 points de contact avant de déclencher une conversion. Eh bien, ces points de contact, ils sont multiples, ils sont multimodales. Donc, travailler le multimodal, c'est aussi permettre de remonter davantage dans le moteur, de lier les signaux. Je le disais également tout à l'heure avec YouTube, avec la vidéo. Donc, vraiment, lier les signaux sur du multimodal permet de remonter sur Google et en particulier continuera d'être important dans SGI. Alors, tout ça pour se poser la question de savoir comment utiliser l'IA de manière optimale en SEO. Eh bien, nous, on résume ça par quelques points de base. Vous pouvez, en tout cas, c'est de cette manière-là que chez NP Digital, on travaille le SEO à base IA. L'IA, il nous sert à définir des sujets d'inspiration, à structurer les grandes lignes du contenu. Et là, on a fait des tests sur différents bots, sur différents LLM. On a comparé, en tout cas, les versions publiques de ChatGPT avec Gemini. Pour moi, en tout cas, ma vision personnelle, c'est que Gemini structure vraiment bien le contenu. Il le structure de manière très, très claire. Donc, moi, j'aime bien utiliser Gemini pour structurer le contenu. Alors après, il y en a d'autres. Il y a Claude en particulier qui fait très bien le boulot, mais Claude n'est pas disponible, ou alors seulement version VPN n'est pas disponible en France. Vous le savez. Rédaction donc utiliser la copie pour rédiger utiliser l'IA pour rédiger une copie. Bon, pour surmonter un blocage, il peut y avoir des blocages de la page blanche. Actualiser du contenu et optimiser du contenu qui existe déjà. Donc, il permet de le réagréger, de le reformater. Obtenir un retour d'information et des suggestions, ça c'est vraiment intéressant, hein, de demander à l'IA de suggérer des manières d'optimiser le contenu. Et bien sûr, toute la partie QA sur l'orthographe et la grammaire, ça reste évidemment une utilité évidente. Alors, autre point, c'est entraîner les IA à vos besoins spécifiques. Alors, j'attire votre attention vraiment sur un point essentiel qui est de ne jamais mettre de données confidentielles dans l'IA, dans les bots. Jamais mettre de données qui correspondent à la confidentialité d'une entreprise, bien sûr. Mais en revanche, mettre des informations qui concernent la cible, qui concernent l'univers de concurrence, qui ajoutent des statistiques, du chiffrage, des sources diverses. Oui, ça c'est essentiel pour
commencer à vraiment entraîner votre IA sur vos besoins spécifiques, sur les besoins spécifiques de votre client. Ça, c'est ce qu'on fait vraiment de façon par défaut sur tous les contenus que l'on travaille pour nos clients. Demandez à l'IA de donner son avis sur le contenu, hein, c'est ce que je précisais tout à l'heure, et je le disais, vous pouvez utiliser notamment Gemini, je trouve que c'est un très bon outil pour demander à l'IA de restructurer et de vous donner une idée de comment structurer le contenu, notamment par rapport aux critères HIT de Google. Pour finir, le Graal, c'est de combiner bien sûr l'IA et l'expertise humaine. L'IA tout seul, on l'a vu dans nos études, remonte très peu. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas, en tout cas aujourd'hui, elle ne sait pas respecter le contenu HIT des guidelines de Google. Hein, donc vous pouvez faire des kilomètres de contenu, ça ne servira à rien s'il ne respecte pas le prisme des guidelines de HIT. Donc, combiner l'IA à de l'expertise humaine, c'est ça évidemment l'essentiel. Et pour résumer, je propose ces 8 points. Le premier, c'est de lancer une première ébauche de contenu en IA, d'ajouter du contenu nouveau et original, donc vraiment de rafraîchir ce contenu, bien sûr de le structurer sur les protocoles et des guidelines HIT, de créer un contenu avec un ton conversationnel qui vous permettra de remonter dans le moteur conversationnel et dans SJ lorsqu'il sera présent ici en France, de vous concentrer sur le mid-funnel et donc sur la longue traîne de mots-clés, très important, de travailler les RP et les backlinks, toujours conserver cette idée que les backlinks sont importants, d'investir dans l'UX et aussi bien sûr dans le CRO, hein, les deux vont ensemble, et puis de penser multicanal, donc et de lier le multimodal, de lier les canaux entre eux, de lier tous ces signaux entre eux. Et je vois Michel qui apparaît et c'est parfait parce que nous arrivons pile à la dernière slide de ma présentation, Michel. Merci beaucoup. Et vous pouvez télécharger la présentation si vous scannez ce QR code. Et on est pile dans les temps. On est pile dans le temps. Par contre, j'ai beaucoup d'écho de ton côté, donc attention au son. Donc là, c'est parfait. On va effectivement passer aux questions. Je crois que vous vouliez du coup les gérer de votre côté en les prenant par ordre de vote ou en les sélectionnant. Et je crois que c'est ta collègue Emmanuel qui voulait les passer. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur démarrer la réponse en direct pour sélectionner la question à laquelle vous voulez répondre. Si vous êtes toujours là avec moi. Est-ce que vous êtes toujours là? Ils sont plus là. Ça va être compliqué pour répondre aux questions s'ils sont plus là. Moi, je peux pas répondre à la place de Frédéric. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la conférence? Je suis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis... Un petit problème technique côté Frédéric. Ouais, vous avez beaucoup aimé? C'était bien, hein. Moi, j'ai tout regardé là. J'étais en shadow là pour vous répondre un petit peu sur le chat. J'ai trouvé que cette conférence était vraiment excellente et qu'on a passé une super journée. On attend juste que Frédéric puisse se reconnecter de manière à pouvoir répondre à toutes les questions. J'espère que ça va. Est-ce que vous me voyez? Oui, on te voit. Je suis désolé. Ah, on a des gros soucis. J'espère que Frédéric pourra les résoudre de manière à pouvoir répondre à nos questions. Ce serait dommage de terminer sans pouvoir répondre aux questions. Oui, Jérémy, mais c'est pas drôle. Il a des problèmes de connexion en fait avec son ordinateur principal et il a réussi quand même à assurer son webinaire dans des conditions pas faciles. Donc on peut le féliciter. Oui, l'écho, Sabrina, c'est un problème d'ordi de son sur l'ordi de leur côté, je pense. Alors, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que tout est bon? Est-ce que tu peux sélectionner des questions? Alors, du coup, je ne les ai plus. Je crois que je vais faire appel à toi, Michel, parce que je ne vois pas les questions. Oui, bah écoute, très bien. Donc, tu vas les voir apparaître. Donc, je vais les prendre par ordre de vote. On a eu beaucoup de votes, notamment sur celle-ci, qui est d'Alice. Est-ce que les contenus générés par l'intelligence artificielle entraînent un risque de dupliquer de content avec d'autres sites concurrents? Dieu sait qu'on l'a beaucoup, cette question. Hein, tu la connais bien.
Ouais, alors ça, évidemment, c'est une très bonne question. J'aurais pu l'identifier au cours de ma présentation. Donc, les moteurs de recherche n'aiment pas le contenu dupliqué, hein, vous le savez. Hein. Donc, oui, c'est un vrai sujet. Donc, vraiment faire très attention de filtrer le contenu dupliqué. Ça, c'est un des aspects fondamentaux. Et j'aurais pu effectivement le préciser dans ma présentation. Hop, on a répondu à celle-là, donc très bien. Alors, Marie Mézières-Leroux te demande en fait à toi surtout, est-il vrai que Google serait capable de reconnaître du contenu généré par intelligence artificielle et surtout pénaliserait les sites utilisant cette technologie? Ça aussi, c'est une question qu'on retrouve beaucoup. Je dirais que la dernière itération de l'algorithme de Google a intégré un nouveau filtre, qui est un filtre de spam et de limitation du contenu IA. Et notamment du contenu IA qui ne respecte pas les critères HIT. C'est ça l'idée. Hein. Donc oui, Google est capable de reconnaître du contenu généré par l'intelligence artificielle, ça c'est certain. Il ne le pénalise pas si ce contenu respecte, enfin il ne le pénalise pas, il le fait remonter dans le moteur s'il respecte les guidelines HIT. D'accord ? À ce jour, le contenu pur IA n'est pas un contenu qui est structuré autour des guidelines HIT. Donc, je dirais que ça sert à rien, en fait, de générer des kilomètres de contenu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, des kilos de contenu IA qui ne respectent pas le guideline HIT ne remonteront jamais dans le moteur de recherche. C'est pour ça que Google vient de sortir une nouvelle itération de l'algorithme pour filtrer, parce qu'il était inondé de contenu IA. Mais oui, bien sûr, il reconnaît le contenu IA. Ouais. Et oui, on fait évidemment attention à ce qu'on fait. Éléonore te demande qu'est-ce qu'un contenu conversationnel et est-ce que tu as des exemples à donner? Oui, alors moi ce que je propose à Éléonore et à tout le monde, c'est essayer avec un VPN, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller voir ce qu'est le SGE, le Search Generative Experience de Google, qui existe aux États-Unis. Vous allez sur Google, hein, avec un VPN, vous allez sur Google, vous inscrivez sur Google US, d'accord, Search Lab, d'accord, et là vous avez ce qui est le search conversationnel. Donc le search conversationnel, c'est un peu comme ce que vous voyez dans ChatGPT. Donc vous posez une question, vous avez une réponse. Vous posez une deuxième question, vous avez une deuxième réponse, et vous avez des itérations, vous conversez avec la machine exactement comme vous conversez avec ChatGPT. Donc, par exemple, si je dis n'importe quoi, vous voulez organiser vos vacances, vos prochaines vacances de trekking dans les Alpes. Donc, vous allez dire, Google, dis-moi où est-ce que je peux aller et quel vêtements je dois apporter. Donc, vous mettez une première question, il vous répond, oui, mais d'accord, mais si je veux aller à cet endroit-là plutôt qu'à cet endroit-là, ah oui, alors si tu veux aller là, non, c'est une conversation. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est la longue traîne de mots-clés, parce qu'il faut anticiper les intentions de l'utilisateur. Donc, première question, bon, c'est assez facile d'y répondre. Ce qui est plus compliqué de répondre, c'est les questions suivantes. D'accord ? Comme dans ChatGPT. C'est ça le search conversationnel. Exactement. Et je me permets d'ajouter, Frédéric, si tu permets, que effectivement, très bonne astuce de prendre un VPN, d'aller tester la SGE soi-même. Et après, on peut aussi tout simplement prendre Bing et aller regarder comment fonctionne Copilot, qui est déjà aussi de la recherche. J'aurais dû le préciser. Non, pas de souci. Les contenus générés par l'IA, mais modifiés ou plutôt personnalisés, sont-ils recommandés pour les rédacteurs web? Les contenus générés par l'IA, mais modifiés par l'humain, j'imagine. Oui, je pense que c'est ça que Noah veut dire. Ouais. Oui, bien sûr, c'est très important. C'est ce que je disais. Hein, vous prenez une première ébauche générée par l'IA et vous la retravaillez. Vous travaillez ce que l'IA ne sait pas faire. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plein de poches d'opportunités à optimiser avec de l'humain sur notamment ces fameux critères HIT que l'IA ne parvient pas encore aujourd'hui. Peut-être que ça viendra demain, mais en tout cas aujourd'hui, si vous demandez à un contenu IA de produire un contenu qui respecte les guidelines HIT, il ne saura pas le faire. Donc, vous prenez un contenu généré par l'IA et vous y ajoutez des sources certifiées, vous y ajoutez des anecdotes, vous le rafraîchissez avec plein d'infos actuelles, hein, et ça va vous permettre de remonter dans le moteur davantage. Voilà, on enrichit son contenu, c'est ça le message que tu fais passer. C'est ça. Exactement. Et tout le temps qu'on a gagné avec l'IA, on peut le consacrer à ça. C'est ça qui est top aussi. Exactement. L'IA, c'est de l'efficiency. L'IA, ça vous permet de gagner du temps sur la première ébauche. Et ensuite, vous travaillez le contenu en y ajoutant des informations spécifiques, sourcées,
génère de l'autorité, de l'expérience, de l'expertise et de la confiance. Yes, exactement. C'est très, très, très bien dit et très, très intéressant pour notre audience. Et justement, ça me permet d'enchaîner en fait sur la question de Giovanna Toussaint, qui va totalement dans ce sens et qui nous demande en fait, puisque tu disais au début de la conférence qu'on a toujours besoin de rédacteurs et qu'il n'y avait pas de sujet à ce propos. Donc c'était au tout début de ta conférence et du coup, Giovanna nous posait la question et te posait la question, mais dans ce cas précis, c'est quoi en fait finalement les nouvelles compétences attendues pour ces rédacteurs nouvelle génération? Ouais. Alors, moi je dirais savoir traiter un contenu conversationnel. Ne pas le traiter de façon académique, mais le traiter de façon conversationnelle. Donc avoir un ton conversationnel et puis surtout vraiment s'inspirer de son client, de sa marque. Donc tout à l'heure je disais à partir entraîner l'IA à partir d'une marque de votre client ou de votre propre marque. Vraiment c'est très important. Sans, et je le répète parce que c'est vraiment fondamental, sans mettre d'informations confidentielles dans l'outil, bien sûr, parce que sinon vous divulguez vos informations confidentielles à tout le monde. Mais donc, entraîner l'IA et à partir de là, le retraiter de façon conversationnelle en y ajoutant de la personnalisation, voilà, des sources, des statistiques, des anecdotes, voilà, et un ton conversationnel. C'est ça qu'on demande aux rédacteurs aujourd'hui. Excellente réponse. Et du coup, on va prendre une toute dernière question. On a un tout petit peu débordé, mais la conférence, elle en valait la peine. Elle était riche, elle était intéressante. Mais je trouve que cette question, elle va être aussi très, très pertinente et j'ai hâte de ta réponse. Est-ce qu'utiliser l'intelligence artificielle pour corriger ou améliorer un contenu va le rendre automatiquement perçu comme contenu généré par l'intelligence artificielle? Question de Servan. Alors, est-ce que le contenu généré par l'intelligence artificielle est-ce que du contenu corrigé par l'humain reste un contenu qualifié d'IA par le moteur de recherche, en gros? Ouais, devient en fait un contenu IA. Je pense que c'est ça. Je dirais que le moteur, Google s'en fiche. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Google s'en fiche que le contenu soit généré par l'IA ou par de l'humain. C'est pas un problème du tout pour lui. Ce qui est important pour lui, c'est de savoir si c'est que ce contenu soit pertinent pour l'utilisateur. Chez Google, le mot d'ordre depuis la création de Google, c'est la pertinence de la requête par rapport à la réponse. Si la réponse n'est plus pertinente par rapport à la requête, les utilisateurs vont quitter Google. Donc, ça reste la colonne vertébrale de toute stratégie de développement de chez Google. Donc, à partir du moment où le contenu, que ce soit un contenu IA, un contenu humain ou un contenu mix, est pertinent pour l'utilisateur, c'est formidable pour Google, il continue de le référencer. Donc je dirais que ça n'a pas d'impact, mais ce qui est important, c'est encore une fois qu'il soit pertinent, et pour qu'il soit pertinent, il faut respecter ce contenu, ce protocole, ces guidelines d'expertise, d'expérience, d'autorité et de confiance. Voilà, c'est extrêmement bien dit et tu sais qu'on est totalement en phase là-dessus. Un énorme merci à toi, Frédéric, pour cette conférence qui était de très haute qualité. C'était pas facile de boucler la journée, donc voilà. Un très grand merci à tous nos speakers d'ailleurs aujourd'hui, Déo Poitvin, Alexa Tonin, Nicolas Nguyen, notre cofondateur, Marie-Jeanne, Thomas Meyer, Corentin Mirande, Virgile Kenoum. Désolé si j'écorche le nom, et à toi évidemment, Frédéric, pour cette super conférence sur l'intelligence artificielle. Je vois qu'on a eu beaucoup de questions, l'audience était très engagée et très enthousiaste. Donc vraiment, c'était top. Hein. Encore une fois, un très grand merci à toi. Merci à toi, merci à tous. Et on va se retrouver, du coup, c'était le dernier webinaire de la journée, la dernière conférence. On se retrouve demain, et retenez bien l'heure, 9h15 à 10h20, avec Myriam Metouchi, qui est CEO, consultante digitale de ClickFunnels, pour les 4 étapes indispensables pour générer du chiffre d'affaires organique en 3 mois. Ça va être passionnant aussi. On a plein de choses aussi, mes collègues Jérémy Condé et Charles Boussereau et plein d'autres speakers. Donc, on se retrouve demain. Un grand merci à toutes et à tous, et je vous souhaite une très bonne soirée, et bonne soirée à toi Frédéric, et encore merci. Au revoir, merci à toi.